Ma nièce de 13 ans a gloussé. Maman dit que si tu disparaissais demain, personne ne s'en apercevrait, a-t-elle dit. En ouvrant le téléphone à 850 $ que je lui avais offert, les 30 invités ont ri, sauf moi. J'ai hoché la tête, en 2 clics, j'ai tout effacé, facture, abonnement, tout était réglé. Cette nuit-là, j'ai déménagé, coupé les ponts et disparu, ne laissant derrière moi qu'un sac à dos noir. À l'intérieur, ils ont trouvé. On dit que les anniversaires en famille rassemblent tout le monde, mais dans la mienne, ils m'ont juste rappelé à quel point nous étions éloignés les uns des autres. C'était un samedi de fin novembre. Froid, gris et agité, le genre de journée où l'air sent la cannelle et la fatigue. Ma sœur Brooke m'avait invité à l'anniversaire de sa fille. Elle avait appelé 2 semaines plus tôt et m'avait dit que ma présence comptait beaucoup pour moi, Danny. Tu es son oncle préféré. Je l'avais cru. J'aurais dû me méfier. Je suis arrivé à l'heure, portant un petit sac cadeau blanc avec du papier doré et un ruban. À l'intérieur, le nouvel iPhone qu'elle avait tant réclamé pour 850 $, taxes comprises. J'avais même payé la coque de protection. Je ne suis pas marié. Pas d'enfant. J'ai toujours été l'adulte de trop, celle qui remplit les obligations, paie et se fait discrète. La maison sentait le glaçage et les bougies bon marché. 30 personnes entassées dans une seule pièce. Rire, musique, le crissement du papier cadeau. Je me tenais près du comptoir, invisible comme d'habitude, tandis que Brooke s'agitait comme si elle animait une émission de télé-réalité. Elle avait ce ton rodé, cette voix qui prétend que tout est parfait et qui masque la moindre imperfection. Puis vint le moment des cadeaux. Sa fille, ma nièce Emma, était assise au centre, entourée de nœuds, de rubans et d'attention. Je lui ai tendu le sac blanc. Celle-ci est de ma part, dis-je. Elle déchira le papier quand la cabine téléphonique apparut. La pièce retint son souffle, puis éclata en applaudissements. Wow, c'est la nouvelle. Oncle, Danny te gâte encore. Emma sourit, mais pas d'un sourire reconnaissant. C'était un sourire forcé, sachant qu'elle brandissait le téléphone comme un trophée et disait « Waouh ! Maman a dit que si tu disparaissais demain, personne ne s'en apercevrait. » Un silence de plomb s'installa dans la pièce pendant une demi-seconde qui parut une éternité. Puis vint le rire, fort et cruel, même le rire rauque de Brox, teinté de vin, qui transperça le silence comme du verre. Je suis resté figé là. Emma a souri d'un air narquois. Je suppose qu'elle avait tort, hein? Au moins, j'ai récupéré mon téléphone. Chaque mot était une lame déguisée en blague et tout le monde riait comme si c'était un spectacle gratuit. J'ai souri, non pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était fini. J'ai pris une lente gorgée d'eau, posé mon verre et hoché la tête. Bon, ça suffit, ai-je dit doucement. Mais personne ne m'a entendu. Il riait encore. Alors j'ai fouillé dans ma veste, sorti mon téléphone et tapoté 2 fois, une fois pour confirmer, une fois pour lancer les prélèvements automatiques, les mensualités du prêt immobilier, Netflix, Hulu, Spotify, les forfaits téléphoniques familiaux, l'assurance auto. Tout ce qui transitait par mes comptes avait disparu. Le système que j'avais discrètement mis en place pour eux ces 6 dernières années, leur filet de sécurité silencieux, s'est arrêté en moins de 5 secondes. J'ai remis mon téléphone dans ma poche, puis j'ai pris mon manteau et je suis sorti sans crier. Aucune scène. Non. Au revoir. Juste 30 visages stupéfaits et un jeune de 13 en tenant un téléphone qui ne s'allumait même pas sans forfait. Je venais d'annuler. Dehors, le froid était mordant, mais l'air était pur, comme si l'on sortait de la fumée pour respirer l'air vivifiant. Je suis monté dans ma voiture, je suis rentré chez moi, j'ai pris un sac à dos noir, mon ordinateur portable, ma brosse à dents, mon passeport, des vêtements de rechange et la petite boîte en bois. Mon père m'a quitté à minuit. Mon appartement était vide au matin. Mon numéro était coupé et dimanche, ils ont découvert la vérité. Toutes les cartes, tous les comptes joints, tous les prélèvements automatiques, tout était enregistré à mon nom, et j'étais parti. Ils ont retrouvé le sac à dos le lendemain matin. Brooke a dit l'avoir remarqué près de la porte, à moitié caché derrière le porte-manteau, en toile noire usée sur les bords. Pas de mots, juste une étiquette à bagages avec mes initiales, DK, écrite au marqueur argenté délavé. Elle pensait que je l'avais oublié. Elle ne se rendait pas compte que c'était la seule chose que je voulais qu'il trouve à l'intérieur, tout ce qui comptait et rien de ce à quoi il s'attendait. La première chose qu'elle vit fut l'enveloppe épaisse, couleur crème, scellée à la cire. Son nom était écrit à l'encre bleue. Elle l'ouvrit, s'attendant à des excuses. Au lieu de cela, il y avait un inventaire. À ma sœur Brooke, dans ce sac, il y a des souvenirs, pas des cadeaux. Tu m'as dit un jour que la famille,
c'était partager le fardeau. Pendant des années, j'ai porté le fardeau. Voici les reçus. Derrière la lettre se trouvaient 3 dossiers étiquetés de ma main. Facture de la maison, facture de l'entreprise. Elle ouvrit le premier et pâlit. Relevé de prêt immobilier, facture de service public, chacune portant la mention « Payé par Daniel Keller ». Chaque facture des 6 dernières années portait mon nom. Pas les leurs. Elle se tourna ensuite vers le dossier professionnel, extension de crédit, accord de cosignature, ceux-là même qu'elle et Ethan, son ex-mari, avaient promis de gérer eux-mêmes. Chaque signature était systématiquement la mienne. Puis vint le dossier des factures, son forfait téléphonique, l'assurance auto de son père, la livraison des médicaments de sa mère, les frais de scolarité d'Emma, tous liés à un seul compte bancaire, une seule personne, et cette personne avait disparu. Lorsque Brooke eut fini de lire, ses mains tremblaient. Ethan prit la deuxième lettre, plus petite, pliée soigneusement, écrite de mon ton sec habituel, « Tu as dit un jour que j'aimais le contrôle. Tu as raison. J'ai contrôlé la seule chose que je pouvais vraiment faire. Ma volonté de continuer à aider ceux qui riaient en profitant de toi. Tu croyais que l'argent était mon langage d'amour? Ce n'était pas le cas. C'étaient mes excuses pour être né dans une famille qui mesurait la valeur par l'utilité. Considère ça comme une fin pour mes excuses. » Il a laissé tomber la lettre sur la table. Personne n'a parlé. Maman était assise dans un coin, son téléphone à la main, faisant défiler une application de paiement vierge. Papa a marmonné quelque chose à propos d'exagération. Mais même lui semblait mal à l'aise. Emma, elle, restait assise là, fixant l'écran noir de l'iPhone, celui-là même qui avait tout déclenché. 2 heures plus tard, l'électricité s'est coupée. La facturation automatique annulée, puis Internet, puis le gaz. Tous les conforts que j'avais discrètement financés, tous les coussins que j'avais construits pour eux, se sont effondrés dans un ordre parfait. Brooke a appelé mon numéro. Coupure. Elle a essayé mon email, message d'erreur. C'est alors qu'elle a remarqué le dernier objet dans le sac, la petite boîte en bois, celle du grenier de notre père, celle que je n'avais jamais laissé toucher à personne. À l'intérieur, enveloppée dans du papier de soie, se trouvait une simple Polaroid. Elle datait d'il y a des années, de notre famille au lac. J'avais peut-être 16 ans. Elle avait 19 ans, riant, tenant une étincelle. Au dos, mon écriture était écrite de ma main. Avant que tout ne se transforme en dette, à côté, une clé USB. Elle la brancha à son ordinateur portable. Des centaines de fichiers scannés s'ouvrirent automatiquement. Demande de prêt, virement bancaire, messages, tous datés, organisés, incontestables. Chaque fois que quelqu'un avait utilisé la famille comme moyen de pression. À la toute fin, un dernier fichier intitulé simplement « Pourquoi ?». Elle cliqua dessus. Ma voix résonna dans les haut-parleurs, « Si tu entends ceci, je suis déjà parti. Ne te donne pas la peine de me chercher. Je ne suis pas parti pour te punir, je suis parti parce que tu as pris mon silence pour une permission. Tu as appris à ta fille à rire de la seule personne qui n'a jamais cessé d'être présente. Tu as fait de mon épuisement un réconfort, et finalement, je n'avais plus de place pour le porter. Il n'y a pas de colère ici. Juste la gravité. Les choses tombent quand on les lâche. L'enregistrement s'est arrêté. Un silence a envahi la pièce, un vrai silence, celui qui survient quand il n'y a plus personne pour réparer les dégâts. Cette nuit-là, la maison est restée plongée dans le noir. Pas de Wi-Fi. Pas de chauffage. Pas de bruit numérique, seulement l'écho de cette phrase, « Les choses tombent quand on cesse de les soutenir ». Brooke n'a pas dormi, ni maman. Papa était assis dans le garage, buvant et marmonnant que j'étais allé trop loin. Mais aucun d'eux n'a remarqué ce qui manquait d'autre. Le compte d'épargne d'urgence, celui que j'avais créé pour les urgences familiales, était clôturé. Le fonds d'investissement commun que Brooke utilisait comme filet de sécurité avait été liquidé 3 jours avant la fête, et l'acte de propriété de la maison avait été transféré, non pas à moi, mais au refuge communautaire local où papa avait autrefois refusé d'être bénévole, car, selon lui, ces gens-là devraient se servir eux-mêmes. Une simple ligne sur le document de transfert disait « Pour ceux qui savent vraiment ce que signifie la famille ». Au matin, leur téléphone s'était illuminé de paiements refusés et d'alertes de découvert. Tous les luxes qu'ils tenaient pour acquis avaient disparu. Mais ce qui les a vraiment brisés, ce n'était pas l'argent, c'était de réaliser que sans moi, il n'y avait pas de plan B. Ils avaient bâti leur confort sur la certitude que je ne partirais jamais, et pourtant, je l'avais fait. La lettre ne leur était pas destinée, du moins pas au début. Il était censé rester scellé dans le sac à dos, intact, jusqu'à ce que quelqu'un de vraiment curieux le trouve. Mais Brooke, elle était toujours trop curieuse.
Après la panne de courant, quand la panique s'est installée, elle a remarqué une fine enveloppe scotchée sous la boîte en bois. Une enveloppe qu'elle n'avait jamais vue. Son nom n'y figurait pas. Il y était simplement écrit « Pour quiconque souhaite encore connaître la vérité ». Elle l'a ouverte. Bref, le papier à l'intérieur n'était pas neuf. Il avait légèrement jauni, comme s'il avait été plié et replié une centaine de fois. En haut, mon écriture, plus petite que d'habitude, était plus soignée. Ce n'était pas une confession. C'était un enregistrement. La vérité, c'est que ça n'a pas commencé avec toi, Brooke. Ça a commencé bien avant que l'un ou l'autre d'entre nous comprenne ce que l'amour était censé signifier. Tu as appris qu'en criant, on se faisait remarquer. J'ai appris qu'en étant utile, je me protégeais. Quand papa perdait son sang-froid, tu te cachais derrière maman. Quand maman pleurait à cause des factures, tu te cachais derrière moi. Et quand les choses cassaient la voiture, les lumières, le mariage, je les réparais. C'est ce que je croyais être l'amour, réparer les choses, payer pour le silence, porter une culpabilité qui n'était pas la mienne. Mais il y a quelque chose que tu n'as jamais su, quelque chose que je n'ai découvert qu'il y a 2 ans. À cette phrase, Brooke s'est arrêté de lire à voix haute, la gorge serrée. Maman s'est penchée en avant, les yeux humides. Que voulait-il dire par là? Papa est resté silencieux. Il le savait déjà. 2 ans plus tôt, après la 2e alerte cardiaque de papa. Je suis allé m'occuper de certains de ses papiers d'assurance. C'est alors que la femme du bureau du comté m'a remis une enveloppe scellée adressée à Daniel Keller, autorisation médicale du bénéficiaire. À l'intérieur se trouvait une seule feuille, un formulaire de déclaration d'assurance mis à jour, elle listait les proches parents, les personnes à charge et les cosignataires. Mais sous la rubrique « Enfants », il n'y avait qu'un seul nom, Brooke Keller, le mien n'y figurait pas. J'ai cru à une erreur administrative. Ce n'en était pas une, alors j'ai appelé l'hôpital, puis l'avocat. Puis j'ai vu l'acte de naissance et là, c'était écrit, mon nom, mais pas le sien. Un autre père, un autre sang, le même toit. Pendant 33 ans, j'ai vécu dans une maison où l'amour avait des conditions et où personne ne pensait que je méritais de connaître la plus importante. Vous saviez tout ce que j'écrivais, vous pensiez juste que faire semblant arrangeait les choses, mais faire semblant n'efface pas l'absence. Cela ne fait que retarder le chagrin. J'ai passé toute ma vie à essayer de gagner une place à une table qui n'a jamais été construite pour moi. Et quand Emma a dit que je disparaîtrais et que personne ne le remarquerait, elle avait raison, car c'est exactement pour cela que j'ai été élevé, être invisible. Alors j'ai disparu. Non par colère, mais par nécessité. Parce que quand on réalise qu'on n'a jamais vraiment fait partie de la famille, la meilleure chose à faire est d'arrêter de mendier pour être accepté. Je n'ai pas rompu les ponts. J'ai juste cessé de les maintenir. Une dernière ligne, une seule phrase en plus petit, dit à papa qu'il avait raison. Je ne lui ressemble en rien, et c'est ce qui fait la différence. Je suis enfin fier. Le silence se fit dans la pièce. Même les larmes de Brox s'arrêtèrent à mi-chemin de ses joues. Maman porta la main à sa bouche. « Harold, murmura-t-elle à papa. Tu avais promis qu'on lui dirait un jour. » Il fixa le sol. « Je croyais qu'on avait le temps, marmonna-t-il. Mais le temps, c'était justement ce qui leur avait manqué. » Brooke replia la lettre, les mains tremblantes. Elle s'attendait à une crise de colère, une vengeance, une punition. Au lieu de cela, elle découvrit une vérité trop lourde à avaler. Pour la première fois de sa vie, elle réalisa quelque chose de terrifiant. Le frère dont elle s'était moquée, celui qu'elle avait traité de froid, de distant, d'insensible, avait été le seul à les aimer sans raison. Ce soir-là, maman était assise sur le canapé, relisant la lettre encore et encore jusqu'à ce que sa vue se trouble. Papa ne sortit pas du garage et Brooke ne cessait de fixer Emma, cette même nièce qui avait tout déclenché. Maintenant endormie sur le canapé, son nouveau téléphone inutile à côté d'elle, elle murmura « Tu ne sais même pas ce que tu as fait. » Vraiment? Mais elle ne parlait pas à Emma. Elle se parlait à elle-même. Pendant ce temps, à 2 états de là, j'étais sur le parking d'un motel, à regarder la neige tomber sous une lumière vacillante. L'air était vif, de ceux qui piquent quand on respire trop fort. Je n'avais ni destination, ni plan. Juste une carte routière pliée sur le capot de ma voiture. Et pour la première fois, personne n'attendait que je règle quoi que ce soit. Je n'étais pas en colère. Je n'étais pas brisé. J'étais sans propriétaire, et d'une certaine manière, cela ressemblait à une forme de liberté. Le silence n'est pas ce que les gens croient. Ce n'est pas la paix au premier abord. Il est lourd comme une couverture sous laquelle on hésite à se réfugier. La première semaine après mon départ, le silence était insupportable.
Chaque bruit, une goutte d'eau, le bourdonnement d'un réfrigérateur, me rappelait que je n'étais plus nécessaire. Puis un matin, j'ai compris quelque chose, l'absence n'était pas un vide. C'était un espace, et l'espace pouvait être rempli de tout. J'ai choisi de m'installer dans une petite ville près de Flagstaff, en Arizona. Moins de 9000 habitants, un endroit où personne ne connaissait le nom de Keller, où personne ne se souciait de qui payait les factures de qui. J'ai loué une petite cabane derrière une station-service, 2 pièces, un poêle à bois et le bruit du vent en guise de Wi-Fi. J'ai retrouvé un travail de bricoleur, mais cette fois, les choses restaient en place. Des étagères cassées, des éviers qui fuient, des porches délabrés, du vrai travail, un travail qui ne me répondait pas. La première fois que quelqu'un m'a remercié sincèrement, j'ai failli rester sans voix. Un simple « merci, mon pote » de la part d'un mécanicien nommé Louis, m'a paru plus authentique que tous ces « tu me sauves la vie » entendus chez moi. Et pour la première fois depuis des années, je n'ai pas regardé mon téléphone en attendant une demande, car il n'y en avait plus. Pendant ce temps, chez moi, Brooke s'effondrait. Sa mère lui avait dit de ne pas le contacter, de lui laisser du temps, disait-elle. Mais Brooke n'arrivait pas à s'en détacher. La culpabilité n'est pas silencieuse, elle ronronne sous la peau. Elle a commencé à appeler d'anciens contacts, des amis communs, même mon ex-petite amie, autant de pistes sans issue. Jusqu'à ce qu'un soir, elle découvre l'indice qu'elle n'aurait pas dû trouver. Elle s'est souvenue de mon habitude de tout étiqueter, chaque fichier, chaque dossier. Et lorsqu'elle a ouvert mon ancien disque dur partagé, celui qui était connecté à l'ordinateur familial, elle a trouvé un unique document, mis à jour une semaine avant ma disparition, plan de sortie. Ce n'était pas un manifeste. C'était un plan détaillé, page après page, des listes, des dates d'annulation, des fermetures de comptes, des formulaires de dons présignés, plus glaçant encore, un mot, si jamais je pars, ne me suivez pas. Le silence n'est pas une vengeance. C'est la guérison. Brooke a imprimé le dossier, s'est assise à la table de la cuisine et a pleuré. Non pas à cause de ce qu'elle avait lu, mais parce que, pour la première fois, elle comprenait ce qu'il m'avait fallu pour planifier ma propre disparition. De retour en Arizona, le silence a lentement changé de forme. Ce n'était plus de l'attente, mais un rythme. Je me levais tôt, allais en ville prendre un café et ne parlais à personne à moins qu'on ne prenne l'initiative. J'ai réappris à respirer de cette façon qui remplit les poumons au lieu de l'anxiété. Parfois, le soir, je m'asseyais dehors avec ma tasse de café noir et je me demandais ce qu'il faisait là-bas. Mais cette pensée ne durait jamais longtemps, car quand on passe sa vie à supporter le bruit des autres, le silence finit par ressembler à une grâce. Un soir, Louis, le mécanicien, m'a tendu un petit paquet. « Du courrier est arrivé pour vous. » Il a dit, pas d'adresse de retour. Je me suis figé. Seule une famille m'avait déjà envoyé des lettres sans les signer. À l'intérieur de l'enveloppe, une simple photo, Brooke et Emma, debout devant ce qui était autrefois la maison de mes parents. Les fenêtres étaient sombres. La légende au dos disait, « Nous avons perdu la maison. Maman est chez tante Carole. » Je suis désolé, Danny. Tu avais raison sur toute la ligne. Il n'y a eu ni plaidoyer, ni manipulation, juste des aveux, et d'une certaine manière, ça m'a fait encore plus mal. J'ai glissé la photo dans ma poche et je suis allé me promener. L'air du désert était frais, les étoiles si nettes qu'elles semblaient fendre le ciel. Pour la première fois depuis mon départ, je me suis autorisé à pleurer, non pas pour eux, mais pour toutes ces années gâchées à essayer de gagner ce qui aurait dû être gratuit. Une semaine plus tard, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Je n'ai pas répondu, mais le répondeur est arrivé quand même. C'était Brooke. Sa voix était faible, presque inaudible. « Danny, je sais que tu m'as dit de ne pas te contacter, mais je devais te dire qu'Emma n'arrête pas de me demander pourquoi tu ne viens pas. Je lui ai dit que c'était parce qu'on t'a fait du mal. » Elle a pleuré, disant qu'elle ne le pensait pas, qu'elle répétait juste ce qu'elle m'avait entendu dire. « Tu avais raison. On lui a appris la cruauté comme si c'était une blague, et maintenant je ne sais plus comment lui apprendre la gentillesse. » Le silence s'est installé pendant quelques secondes, puis elle a murmuré, « Tu n'as pas disparu, Danny. Tu es juste enfin devenu réel. » Un clic. Je suis resté assis là, dans le noir, à écouter le vent siffler contre les parois de la cabine pour la première fois de ma vie. Je n'étais pas en colère contre elle, juste triste, car je savais qu'elle avait raison. Je n'avais pas disparu. J'avais simplement cessé de vivre dans un monde où l'amour était synonyme de dette. Le silence ne met pas fin aux choses, il résonne. On ne l'entend pas d'un coup, il se propage lentement à travers les gens, comme le froid à travers de vieux murs. Et pour la première fois de ma vie,
Je constatais que mon absence parlait plus fort que ma présence ne l'avait jamais fait. Tout a commencé avec Brooke. Après mon départ, elle est devenue l'adulte malgré elle dans une famille qui avait oublié comment fonctionner sans filet de sécurité. Factures, réparations, participation aux frais médicaux, toutes ces tâches invisibles que je gérais auparavant, désormais les siennes. En quelques semaines, elle a compris ce que j'avais mis des années à lui expliquer. La responsabilité n'est lourde que lorsqu'on la porte seule. Les voisins venaient moins souvent après la coupure de courant de quelques jours. Ses amis, ceux-là même qui avaient ri ce soir-là à table, ont cessé de répondre à ses appels, et un après-midi, alors qu'elle allait chercher Emma à l'école. L'institutrice l'a prise à part. « Tout va bien à la maison ?» a-t-elle demandé doucement. Emma a confié à une autre élève que son oncle laissait toujours la lumière allumée. « Il fait nuit maintenant ?» a-t-elle répondu. Brooke a souri poliment et a menti, prétextant un fusible grillé. Puis elle s'est assise dans sa voiture et a pleuré pendant 20 minutes avant de rentrer chez elle. Au même moment, mes parents ressentaient leur propre silence. La santé de maman s'était dégradée, tension artérielle élevée, facture de médicaments encore plus élevée. Papa avait essayé de refinancer la maison, mais mon nom, le seul à avoir un bon historique de crédit, avait disparu. Ils avaient enfin compris ce que signifiait vivre de ce qu'ils gagnaient, et non de ce qu'on leur donnait. Pour ceux qui avaient toujours vécu dans le confort, il suffit de demander à Danny. La chute a été brutale. Un voisin a raconté plus tard à Brooke qu'ils avaient commencé à dîner séparément, maman à table, papa dans le garage. Parce qu'aucun des deux ne voulait admettre que ce qu'ils avaient perdu n'était pas de l'argent. C'était l'illusion du contrôle. Et puis, il y a eu Emma. Les enfants apprennent vite, plus vite qu'on ne le croit. Pendant des semaines, elle a porté ce fardeau de culpabilité comme s'il était visible à l'école. Elle se fit plus discrète. Elle cessa d'apporter son nouveau téléphone en cours et un soir, Brooke l'a surpris à fixer le chargeur débranché, à plat, sur sa commode, murmurant « Oncle Danny l'aurait réparé ». C'est alors que Brooke comprit quelque chose. Emma n'avait pas été cruelle. Elle avait été élevée dans la cruauté, dans cette moquerie générationnelle désinvolte que les adultes prenaient pour de l'humour. Et maintenant, elle en apprenait l'écho. Pendant ce temps, je vivais tranquillement, les jours se transformant en semaines, les semaines en mois. La cabane était devenue moins un refuge et plus un rythme. Chaque samedi, je faisais du bénévolat dans un atelier local, où j'apprenais à des adolescents à réparer de vieux meubles et à utiliser des outils électriques. C'était étrange. Aider des inconnus ne m'avait jamais procuré une telle sensation de légèreté. Je ne ressentais aucune culpabilité. Pas de factures émotionnelles, juste de la gratitude. Parfois, après les cours, je m'asseyais au bord de la rivière derrière l'atelier et je pensais à eux. Ma famille, la maison, le silence qui s'étendait encore entre nous, et j'ai réalisé quelque chose qui m'a surpris. Ils continuaient de m'apprendre, non pas par des mots ou des leçons, mais par leur absence. Chaque jour, ils n'appelaient pas, chaque message qu'ils n'envoyaient pas, me rappelait combien le monde devient petit quand on cesse de se concentrer sur les personnes qui nous épuisent. Puis, un soir, au début du printemps, un colis est arrivé. Pas d'adresse de retour, encore une fois. Dans une petite boîte, un mot écrit de la main de Brox. Il m'a fallu des mois pour comprendre. Danny, tu ne nous punissais pas, tu nous libérais, même si nous ne le méritions pas. J'ai commencé à rembourser les factures médicales de maman. Emma m'aide à la maison. J'ai même trouvé un deuxième emploi. Tu m'as dit un jour que l'amour n'était pas une question de sauvetage, mais de respect. Je crois que j'ai enfin compris. Dans cette boîte, il y a quelque chose qui t'appartient, ou peut-être quelque chose qui n'a jamais été à nous. Je l'ai ouverte. À l'intérieur, il y avait le vieux Polaroid, celui du lac, mais cette fois, il y avait quelque chose de nouveau écrit au dos. Avant que tout ne se transforme en dette, et peut-être un jour après, je suis resté longtemps assise avec cette photo. Elle ne me faisait plus mal. Elle n'avait plus de douleur. Elle existait simplement, comme une relique d'une histoire qui avait déjà trouvé sa fin. Pour la première fois, je n'ai pas ressenti le besoin de renvoyer quoi que ce soit. Aucune réponse. Aucune conclusion. Car l'écho s'était enfin tu, dans ce silence, je pouvais enfin entendre ma propre vie commencer. C'est étrange comme le silence se transforme facilement en paix une fois qu'on cesse de le craindre. Avant, je comptais les jours depuis mon départ d'une semaine à 6 mois, comme une sentence d'exil. Mais j'ai fini par arrêter de compter, non pas par oubli, mais parce que j'avais cessé d'attendre un bruit. Au printemps suivant, en Arizona, la vie avait retrouvé son rythme. Je m'étais construite une routine. Les matins étaient consacrés au travail, les soirs aux discussions informelles au restaurant, au coucher de soleil qui teintait le désert d'orange et d'or, et les dimanches à la nouvelle table.
La propriétaire du restaurant, une femme nommée Maggie, m'avait un jour demandé de l'aider à réparer la terrasse après qu'une tempête ait ravagé la ville. Une fois le travail terminé, elle avait insisté pour que je reste dîner. Ce n'était rien d'extraordinaire, du poulet rôti, du pain de maïs et du thé glacé, mais c'était la première fois depuis des années que je m'asseyais à une table sans être tendu. Ses amis se joignaient à nous, parfois un chauffeur de bus à la retraite, une infirmière, un jeune couple avec leur enfant en bas âge qui appelait tout le monde ami. Ils ne connaissaient pas mon histoire. Ils ne posaient pas de questions, ils se contentaient de dresser une autre assiette, de remplir un autre verre et de faire de la place. C'est alors que j'ai compris. Ce n'était pas ma famille qui me manquait, c'était le sentiment d'appartenir à une famille, et les deux étaient différents. La table du restaurant de Maggie est devenue une tradition. Nous mangions, rions, partagions des anecdotes sur la météo, pas sur la trahison. Parfois, lorsqu'un inconnu passait, un vagabond, un voyageur de passage, Maggie souriait et lui disait « Installez-vous. Ici, c'est tout. Nous ne comptons pas les sièges. On les fabrique. » Chaque fois qu'elle disait ça, j'avais l'impression que le monde se réparait petit à petit. Puis, un après-midi d'été, alors que je réparais la rambarde de la véranda, j'ai vu une voiture familière s'engager sur le chemin de terre. Une voiture de location est sortie. Brooke, plus âgée, plus mince, mais son visage affichait toujours le même mélange de nervosité et de fierté. Sa journée avait été réussie. Elle a eu son permis. Elle m'a vu, a esquissé un sourire, puis a hésité près de la clôture. « Je ne savais pas si tu voulais me voir » a-t-elle dit. Je me suis appuyé contre le poteau, silencieux. « Je ne pensais pas que tu viendrais. » Elle a hoché la tête. « Maman est décédée le mois dernier. » J'ai baissé la tête. « Je suis désolée. Je pensais que tu devrais le savoir, dit-elle doucement. Papa, il ne parle plus beaucoup ces derniers temps. Emma va mieux, cependant. Elle est en thérapie. Elle a fait un dessin de toi la semaine dernière et a dit que c'était sa façon de s'excuser. Je ne savais pas quoi dire. Alors je n'ai rien dit. Brooke a fouillé dans son sac et en a sorti un morceau de papier plié. J'ai trouvé ça dans la Bible de maman. Elle a dit, je crois, qu'elle voulait que tu l'aies. Je l'ai ouverte. C'était mon écriture d'il y a des années, un petit mot que j'avais écrit et glissé dans une carte d'anniversaire de maman, bien avant que tout ne s'écroule. Merci de m'avoir appris qu'aimer, c'est être présent. J'espère qu'un jour je serai aussi stable que toi. Ma poitrine s'est serrée. J'avais oublié que je l'avais même écrit. Les yeux de Brooks brillaient. Elle l'avait gardé. Elle disait que même après tout ce qui s'était passé, elle le lisait tous les soirs. Vers la fin, nous sommes restés là, dans la chaleur silencieuse de l'Arizona, deux personnes qui avaient rompu les ponts, mais qui, d'une manière ou d'une autre, avaient trouvé le moyen de se retrouver dans les cendres. Je voulais juste que tu saches que nous nous comprenons maintenant. J'ai souri, non pas par pardon, mais par paix. Je crois que c'est suffisant. Elle regarda la petite cabane, le porche, les réparations. Tu as tout construit. Chaque centimètre. Elle hocha lentement la tête, puis murmura, tu as toujours été le bâtisseur. Quand elle se retourna pour partir, je l'appelai. Et elle s'est retournée. Si jamais tu as besoin de t'asseoir, ai-je dit en désignant la table de la véranda. Il y a de la place. Un instant. J'ai cru qu'elle allait pleurer. Au lieu de cela, elle a juste souri, un vrai sourire cette fois. Je m'en souviendrai. Puis elle s'éloigna en voiture, sa voiture se fondant dans un nuage de poussière du désert. Cette nuit-là, j'ai rejoint Maggie et les autres au restaurant. Elle remarqua le petit mot plié qui dépassait de ma poche de chemise. De vieux souvenirs, interrogea-t-elle les fantômes du passé. J'ai dit en souriant, mais ils sont plus silencieux maintenant. Nous nous sommes assis, avons mangé et ri tandis que le soleil déclinait. Quelque part entre l'odeur du pain de maïs et le chant lointain des cigales, j'ai compris que c'était la table. J'avais essayé de construire toute ma vie une vie sans jugement, sans exclusion, sans condition d'appartenance. J'ai repensé aux mots de maman. À ces petites attentions que même les plus brisés peuvent laisser derrière eux, enfouis sous le tumulte du quotidien. Peut-être était-ce suffisant. Non pas la rédemption, mais la reconnaissance. Car parfois, pardonner ne signifie pas rouvrir la porte. Parfois, cela signifie simplement préparer une chaise de plus au cas où la vie ramènerait quelqu'un. Le temps adoucit les choses, même la douleur. À ma 3e année en Arizona, les souvenirs de cette soirée de Thanksgiving étaient devenus comme de vieilles photos, nettes sur les bords, mais floues au centre. Je ne consultais plus beaucoup mon téléphone. Plus de réseaux sociaux. Plus de discussions de groupe familial.
Pas de message non lu rempli d'excuses à moitié formulées. Juste le silence. Alors, quand une petite enveloppe est arrivée au restaurant un matin, avec mon nom écrit d'une main tremblante, j'ai failli la jeter. Jusqu'à ce que je remarque l'adresse de l'expéditeur, Wilmington, Caroline du Nord, Brookstown. Je l'ai ouverte lentement, m'attendant à une nouvelle mise à jour polie ou à une formalité. Au lieu de cela, j'ai trouvé une lettre écrite à l'encre violette, et l'écriture n'était pas celle de Brox. Elle était plus petite, plus ronde, hésitante. Elle commençait simplement par « Salut, oncle Danny ». Maman a dit que je pouvais écrire maintenant, j'ai figé. Emma, je sais que tu n'as probablement pas envie de me parler. Je te comprends. J'ai dit quelque chose de vraiment méchant il y a longtemps et tout le monde a ri. Je ne savais pas que ça t'avait blessé. J'essayais juste de faire de l'humour comme maman. Mais je me souviens de ton visage ce soir-là. Tu n'as pas crié, tu n'avais même pas l'air fâché. Tu avais l'air fatigué. Je crois que je comprends maintenant. J'ai vu le dossier que tu as laissé, pas tout, mais suffisamment. Maman a dit que c'était des choses d'adultes, mais j'ai vu à quel point tu aidais tout le monde. Je lui ai demandé pourquoi tu avais fait ça s'ils avaient été méchants avec toi. Elle a répondu, parce qu'il nous aimait et qu'on avait oublié comment lui rendre son amour. Je suis désolé, oncle Danny, non seulement pour ce que j'ai dit, mais aussi pour mon ignorance. J'aimerais pouvoir revenir en arrière, mais maman dit qu'on ne peut pas changer le passé, qu'on ne peut que construire du neuf. Alors j'ai construit quelque chose. Au bas de la lettre, il y avait une photo, un projet d'art plastique, une petite maquette en carton et en argile, une table avec de minuscules chaises. Celle du milieu était peinte en noir, comme le sac à dos que j'avais laissé derrière moi. En dessous, en lettres violettes brouillonnes, elle avait écrit « Une nouvelle table, tout le monde est le bienvenu ». Mes mains tremblaient. Je n'avais pas pleuré depuis longtemps. Pas depuis cette nuit au bord de la rivière où j'avais compris que la paix n'était pas la vengeance. C'était la distance, mais cette fois, je n'ai pas pu retenir mes larmes. Ce n'était pas douloureux. C'était une libération. Car, d'une manière ou d'une autre, une jeune fille de 13 ans qui répétait les cruautés de sa famille était devenue la seule assez courageuse pour reconstruire quelque chose de pur. J'ai regardé à nouveau la photo, la chaise noire, la petite table en terre cuite qui me semblait étrangement familière, comme la table du restaurant de Maggie, celle qui était devenue mon refuge. Et j'ai compris quelque chose. Quelque part, à travers des kilomètres de souffrance et de silence, mon histoire n'était pas terminée, elle continuait à travers elle. Ce soir-là, j'étais assise à la vraie table du restaurant, la lettre étalée à côté de mon café. Maggie l'a lue en silence, son regard s'adoucissant. Elle a l'air d'une bonne enfant, a-t-elle dit. Oui, ai-je répondu. Elle a grandi dans ce bruit. Que feras-tu ? Demanda-t-elle. J'esquissai un sourire. Je lui répondrai, non pas pour arranger les choses, mais simplement pour lui faire savoir que je l'ai entendu cette nuit-là, sous les étoiles du désert. J'écrivis, chère Emma, merci pour ta lettre. Tu ne me dois pas d'excuses. Tu m'as offert quelque chose de bien plus rare, la compréhension. Je veux que tu saches quelque chose quand je suis parti. Je n'étais pas en colère contre toi, j'étais en colère contre ce qu'on nous a tous appris, que l'amour se méritait en donnant tout, jusqu'à l'épuisement. Mais le véritable amour ne demande pas de preuves. Il ne te rabaisse pas pour que quelqu'un d'autre se sente plus grand. Tu as construit une table, Emma. C'est plus que ce que la plupart des adultes font. Continue de construire, continue de faire de la place, et un jour, quand tu seras prête, viens t'asseoir à la mienne. Aucune attente. Aucune condition. Juste la famille que vous choisissez. J'ai scellé l'enveloppe, glissé la photo de sa petite table à l'intérieur et l'ai postée le lendemain matin. Quand le préposé m'a demandé une adresse de retour, j'ai hésité, puis j'ai écrit « Daniel Keller ». Quelque part où enfin je me sens chez moi. En sortant, l'air était chaud, de cette chaleur qui sent la pluie et les nouveaux départs, et pour la première fois depuis des années, je ne me sentais pas comme quelqu'un qui avait disparu. J'avais l'impression d'être arrivé un an plus tard, en novembre. L'air était de nouveau frais, de cette fraîcheur mordante qui rappelle les hivers d'antan, mais qui ne fait plus mal. J'ai construit pour un client. C'était mon genre de projet préféré, du bois massif, sans compromis, conçu pour durer plus longtemps que les disputes et les égos. C'est alors que j'ai remarqué la petite boîte près de la porte. Pas de nom. Pas d'affranchissement. Juste un petit mot plié et scotché dessus. L'écriture était familière, de l'encre violette, soignée, mais encore un peu tremblante. Oncle Danny, maman et moi voulions t'inviter à Thanksgiving. Ce n'est pas chez grand-mère, c'est chez nous. Nous avons fabriqué notre propre table cette année. Il y a une place à ton nom. Seulement si tu la veux, Emma.
Sous le mot, il y avait une photo, une grande table à manger fraîchement montée, dont le grain brillait encore sous la lumière. 8 chaises dépareillées l'entouraient, et au milieu, une chaise noire, la mienne. Longtemps, je suis resté là, à la contempler. La même fille qui m'avait dit un jour que personne ne me regretterait était devenue quelqu'un qui comprenait le sens de la présence. Ce n'était plus de la culpabilité. C'était de l'amour, un amour silencieux, patient, gagné. Je n'ai pas dit oui tout de suite. J'y ai réfléchi pendant une semaine, peut-être 2. Parce que pardonner est facile à dire, mais plus difficile à vivre. Cela exige d'affronter des fantômes qu'on a déjà enterrés, et parfois, c'est comme rouvrir une vieille blessure juste pour prouver qu'elle est guérie. Mais le matin de Thanksgiving, j'ai fait ma valise, pas grand-chose, une bouteille de vin, une miche de pain et une vieille photo, celle de mon grand-père et de cette table à moitié montée au bord du lac. Quand je suis arrivé, Brooke m'attendait à la porte, plus âgée, plus douce. Sans maquillage. Sans jouer la comédie. Juste ses yeux fatigués. « Tu es venu ?» a-t-elle murmuré. « Oui », ai-je répondu. Je crois que j'ai enfin reçu l'invitation. J'attendais. Elle sourit, un petit sourire sincère. Emma était dans la cuisine. Elle avait préparé la tarte. Quand je suis entré, une odeur de cannelle m'a envahi. La maison était petite mais chaleureuse, encombrée par une vie qui ne se soucie pas des apparences. Un chien aboya, une bougie vacilla et au centre de la pièce se dressait la table. Pas parfaite, un peu bancale, mais solide. Emma leva les yeux, une fleur sur la joue, les yeux grands ouverts d'une excitation nerveuse. « Oncle Danny ?» Sa voix se brisa sur le dernier mot, comme le font les voix lorsqu'elles portent des années d'excuses en une seule syllabe. J'ai souri. « Tu l'as construite ?» Elle hocha rapidement la tête. « Maman m'a aidé, mais j'ai choisi le bois. » J'ai passé la main sur le bord de la table, robuste, chaude. Elle n'avait pas besoin d'être cirée. L'essentiel était déjà là, l'attention. Le dîner n'était pas raffiné ou dinde, purée de pommes de terre, pain de maïs, mais les rires n'étaient plus forcés. Ils étaient légers, authentiques, de ceux qui n'ont pas besoin de prouver leur bonheur. À un moment donné, Emma m'a tendu une petite enveloppe, « C'est pour toi. » Elle a dit timidement, à l'intérieur, il y avait un mot. Tu as dit un jour, la famille, c'est ceux qui partagent ta paix. J'espère que nous pourrons un jour faire partie de cette paix, même si nous devons la mériter lentement. Je l'ai regardé, puis Brooke, puis la table, cette table qui existait parce qu'un homme était parti pour leur apprendre ce que signifiait vraiment être ensemble. Et pour la première fois depuis des années, j'ai levé mon verre et murmuré. À la famille, pas celle dans laquelle on est, mais celle qu'on construit quand on comprend enfin le prix de l'amour. Plus tard dans la nuit, alors que je rentrais en voiture par les routes tranquilles, les étoiles brillaient, éparpillées comme 1000 petites promesses. Je me suis souvenu d'une chose que grand-père m'avait dite, une chose que j'avais oubliée jusqu'à cet instant. Les tables les plus solides ne sont pas celles qui ne se cassent jamais, mais celles reconstruites par ceux qui ont appris pourquoi elles se sont brisées. Arrivé à la maison, j'ai posé le mot d'Emma sur la cheminée, à côté de la photo de grand-père et moi. Le feu crépitait doucement en arrière-plan, pour la première fois depuis longtemps, Thanksgiving ne m'a pas semblé être un jour volé. J'avais l'impression d'avoir enfin regagné ma place. Ils ont ri en me croyant disparu, mais je ne leur avais offert que le silence nécessaire pour qu'ils puissent enfin écouter leur cœur. Et dans ce silence, nous avons tous retrouvé le chemin du retour. Cette vengeance était-elle pleinement justifiée ou la tempête aurait-elle dû faire rage davantage? Donnez votre avis ci-dessous. Je lis tous les commentaires. Si vous regardez cette vidéo, laissez un commentaire et dites-nous d'où vous la regardez. Aimez si vous avez soif de justice et partagez cette histoire avec quelqu'un qui en a besoin. Abonnez-vous à l'histoire de Lorraine, car ici, les trahisons ne dorment pas. Elles traquent leur maître. Chaque ombre cache un règlement de compte, chaque masque se brise et chaque trahison trouve une réponse. Restez vigilants. Restez inébranlables. Restez à l'écoute.